Exactement 484 jours après le début de l'invasion de l'Ukraine, le régime de Vladimir Poutine a fait face à une tentative de coup d'État. Le Kremlin est en plein marasme. Fin février 2022, Vladimir Poutine s'imaginait en conquérant sur la place Maïdan à Kiev. À présent, c'est son propre règne en Russie qui est remis en cause. La question qu'on se pose tous, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment en est-on arrivé là? Et surtout, c'est quoi la suite? Et bah, dans cette vidéo, on va tout te raconter. C'est parti! Samedi 24 juin 2023, les milices de Wagner sont armées, équipées et prêtes au combat. Les troupes de Prigojine foncent vers Moscou. Le Kremlin, acculé et désorienté, tente d'arrêter l'avancée de cette colonne armée en dressant des barricades, en coupant des routes et en sabotant des ponts. Mais ces efforts sont inutiles, les troupes de Wagner continuent de progresser. Les gars, l'épisode dont on a été témoin ce week-end a été exceptionnel en rebondissement. Les 23 et 24 juin 2023, Yevgeny Prigojine, le chef du groupe paramilitaire Wagner, a donné une belle frayeur à Vladimir Poutine. Dans cette vidéo, on va pas t'expliquer qui est Prigojine ou comment le groupe Wagner opère sur le terrain. On t'en a déjà parlé dans plusieurs vidéos. On va plutôt s'intéresser au déroulé des événements. Ça fait des mois que l'état-major russe et Wagner se tapent dessus et ils le font pas en privé. Prigojine a réalisé plusieurs interviews et a publié plein de vidéos sur les réseaux sociaux pour dénoncer l'incompétence et la corruption des hauts gradés de l'armée et en particulier du ministre de la Défense Sergueï Shoigu et du chef d'état-major des armées, le général Valery Gerasimov. Après la prise de Bakhmout, un succès militaire que l'on peut attribuer à Wagner, pour neutraliser l'influence toujours plus importante de la compagnie de sécurité privée, le ministère de la Défense a décidé d'enrôler les troupes de Wagner dans l'armée et de les placer sous les ordres directs du ministre Shoigu. Une idée inacceptable pour Prigojine. Ça aurait signifié la disparition pure et simple de sa société militaire privée. En réponse, il a intensifié les accusations de corruption et les plaintes contre les dirigeants militaires du régime, d'où la tension toujours plus forte entre les deux camps. Mais le moment où ça a vraiment pété, c'est le vendredi 23 juin au soir, quand Prigojine accuse l'armée russe d'avoir bombardé volontairement les positions de Wagner et d'avoir tué une trentaine de ses mercenaires. Dans ces accusations, il cible spécifiquement le ministre russe de la Défense Sergueï Shoigu. Prigojine promet qu'il ripostera. Sitôt dit, sitôt fait, promesse tenue. Il publia une vidéo d'une demi-heure dans laquelle il déballe tout. Il s'est vraiment lâché. Déjà, il a reconnu que l'invasion de l'Ukraine n'était pas justifiée. Ensuite, il accuse les élites de Moscou d'être corrompues et incompétentes. Il affirme même que cette guerre avait été orchestrée par leurs soins pour s'enrichir sur le dos des Russes. На 24 февраля ничего сверхординарного не было. Сейчас уже Министерство обороны пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия. И они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть. Поэтому спецоперация, так называемая 24 февраля, она была начата совершенно по другим причинам. Et ça n'était que le début. Après les mots, les actes. Prigojine lance une opération d'occupation de Rostov-sur-le-Don, une ville de près d'1 million d'habitants et surtout le centre névralgique de l'armée russe dans toute la région. D'ailleurs, certains analystes ont suggéré que Prigojine et ses conseillers ont choisi le vendredi soir pour attaquer parce qu'ils savaient que plein de soldats des lignes arrières comme du front se mettraient une cuite ce soir-là et ne seraient pas en état de combattre le lendemain. Bref, que ce soit la raison ou pas, c'est un acte de guerre en bonne et due forme. Le samedi 24 au matin, le procureur général de la Russie annonça l'ouverture d'une enquête contre Prigojine pour rébellion. Et quelques heures plus tard, c'est Poutine en personne qui prend la parole face à la nation. Il accuse Prigojine, sans le nommer, de traîtrise et promet de punir les responsables. Любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства,
кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Mais on n'avait pas encore atteint le point culminant de ce feuilleton. Quelques heures plus tard, le service com de Wagner confirme. Ils marchent sur Moscou. Ils appellent ça la marche de la justice. Et même si Wagner n'avait pas préparé cette opération avec rigueur, leur progression était telle que l'état-major a quand même été forcé de barricader les routes d'accès à la capitale. En prévision de l'arrivée des troupes de Prigojine, quand même 25 000 mercenaires avec des véhicules de transport militaire et au moins quelques blindés, des barricades ont été érigées, des routes ont été bloquées, certains ponts ont été sabotés et toutes les troupes disponibles ont été déployées. Selon le plan défensif, Moscou devait rester sous la protection de la 4e division de chars de la garde Kantemirovskaya et de la 2e division automobile de la garde. On estime que ces deux divisions étaient composées d'au moins 6 000 soldats. C'est ajouter des unités des Spetsnaz, les forces spéciales russes, la garde nationale et la police. Mais pétard mouillé, en fin d'après-midi, à 200 km de la capitale, la colonne de Wagner s'arrête. Un cessez-le-feu est annoncé. Bon, enfin, un cessez-le-feu. Plutôt une trêve qu'un cessez-le-feu. En fait, il n'y avait pas eu une seule goutte de sang versée. Pas un coup de feu. Enfin, ça, c'est d'après Prigojine. Parce qu'il y a quand même 6 hélicoptères et un chasseur de l'armée russe descendu par des missiles sol-air de Wagner ou des escarmouches ponctuelles entre soldats et mercenaires. De toute façon, c'est ni dans l'intérêt de Wagner ni dans celui du Kremlin que ça se sache vu qu'un pacte a été passé. Donc, tant qu'il n'y a pas de mort, tant qu'il n'y a pas de soldats de l'armée conventionnelle tués, le pacte est acceptable aux yeux de l'opinion publique très nationaliste. Et contre toute attente, Wagner rebrousse chemin. Le parquet laisse tomber les accusations de rébellion. Bon, ça c'est les premières infos. Pour l'instant, on sait pas trop. Il y en a qui disent que finalement les accusations de rébellion tiennent quand même. Alors, pourquoi est-ce que Prigojine s'est lancé dans une entreprise pareille? Quel était son objectif? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté si près du but? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de la Russie et de la guerre en Ukraine? Chronique d'un désastre annoncé. Ça fait des mois qu'on vous le répète inlassablement, la guerre en Ukraine est un désastre pour la Russie. L'économie du pays est pas encore à terre, mais elle s'en rapproche dangereusement. La Russie est de plus en plus isolée sur la scène internationale et les libertés civiles des Russes sont de plus en plus restreintes. Pareil pour les opposants politiques et les journalistes, de plus en plus persécutés. Plusieurs oligarques ont vu une grande partie de leurs actifs placés à l'étranger confisqués. Pareil pour leur liberté de mouvement qui a été sérieusement restreinte. Mais bon, on va pas trop les plaindre. C'est en Ukraine que la Russie s'est vue infliger la pire humiliation avec la débâcle de son offensive. Aujourd'hui, elle en est réduite à adopter une posture défensive face aux assauts ukrainiens. La contre-offensive ukrainienne est plus lente que prévu, mais elle progresse néanmoins avec des percées ponctuelles. En plus, le chaos qui a suivi la rébellion de Wagner a accentué le découragement des troupes russes, dont le moral est déjà au plus bas. Et aux trolls pro-russes qui nous accusent systématiquement d'être des propagandistes de l'OTAN, on leur répond que c'est pas nous qui le disons, mais Prigojine en personne. Celui-là même qui avait fait la fierté du militarisme russe en Ukraine. Две реальности. На земле сейчас, на сегодняшний день, российская армия отступает на Запорожском, Херсонском направлении. ВСУ продавливают российскую армию. Мы умываемся кровью. Резервы никто не дает. Управления никакого нет. По-прежнему истерики, в которых начальник генштаба после стакана водки визжит как баба базарная, как свинья. Телефон требует вернуть позиции. Après, Prigojine n'est pas la seule source d'inquiétude du Kremlin. Rien, mais alors rien n'a l'air de se passer comme prévu pour la Russie. Non seulement les pertes côté russe sont beaucoup plus élevées que côté ukrainien, mais en plus, elles sont 2 fois plus élevées que ne l'étaient déjà lors de l'offensive de Kherson au cours de l'été 2022. Pareil pour le matériel militaire russe. Après, on peut en dire autant côté ukrainien. On ignore l'ampleur réelle des pertes humaines et matérielles côté ukrainien. En revanche, les renseignements occidentaux pointent que les données communiquées par les autorités ukrainiennes ne sont pas trop éloignées de la réalité. Et vous savez qui d'autre confirme cette info? Exact, Prigojine. 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх. А то, что подается, это в 10 раз меньше, чем говорят по телевизору. Санитарные потери в день составляют некоторые дни до 1000 человек. On aura l'occasion d'en reparler bientôt.
Sauf que les accusations de Prigojine contre le régime de Moscou, ça fait plusieurs mois qu'il les poste sur les réseaux. Déjà, il s'est plaint du manque de ressources, des ratés d'approvisionnement en munitions et en matériel et de l'absence de renforts. Et selon lui, ces manquements sont directement responsables des pertes en vie humaine de Wagner. Or, ces accusations ne sont pas du tout anecdotiques. La mise en échec de l'armée russe force le régime à désigner des coupables. Ou alors c'est lui, le régime, qui se fait pointer du doigt. Ça fissure l'unité du système, ça fragilise le moral des troupes et crée des opportunités pour les individus impliqués dans le conflit et avides de pouvoir. Et il semble que ça a pas mal profité à Prigojine ces derniers mois. D'une part, en blâmant l'état-major russe, il se lave les mains de ses propres erreurs stratégiques. Et de l'autre, il gagne en influence. D'où l'insistance de Prigojine qui réclame depuis des mois le départ du ministre de la Défense Shoigu et du chef de l'état-major Gerasimov. Bon, maintenant qu'on sait pourquoi Prigojine a agi de la sorte, comment expliquer la passivité des troupes conventionnelles face à la progression des mercenaires de Wagner? Pourquoi Poutine avait promis un déluge de feu et de sang aux mercenaires de Wagner pour se dédire quelques heures plus tard? Et surtout, Wagner ne compte que 50 000 combattants. Ils ont beau être mieux équipés que le soldat moyen, l'armée russe peut facilement les écraser en cas d'insurrection, grâce à sa domination aérienne et à sa supériorité en matière d'artillerie. Donc pourquoi Poutine n'a-t-il pas déchaîné l'armée russe sur Wagner? Avait-il peur d'un mouvement de sédition au sein de l'armée? Pourquoi a-t-il eu recours au président du Bélarus, Loukachenko, pour servir d'intermédiaire? Comment est-ce que les renseignements états-uniens étaient au courant des intentions de Prigojine plusieurs jours avant qu'il ne passe à l'acte? Si la CIA était au courant, alors pourquoi pas le FSB ou le GRU? Pourquoi Prigojine s'est-il arrêté si près du but alors qu'il n'était qu'à 200 km de Moscou et qu'il avait de sérieuses chances d'y arriver? Attendait-il de voir si une partie de l'armée le soutenait? Ce qui de fait était un peu le cas, vu qu'il a passé plusieurs postes de barricade sans encombre. Mais bon, c'est pas des soldats du rang que Prigojine espérait un signal d'approbation, mais d'une partie du haut commandement. Tant le commandant de l'armée de l'air, le général Sourovikine, comme le chef adjoint du GRU, le lieutenant-général Alexiev, ont fait des déclarations quelque peu étranges pour exiger des mercenaires de Wagner qu'ils cessent leur rébellion. Ils ont été filmés au même endroit et au même moment. On peut imaginer qu'ils étaient arrêtés préventivement. D'autant plus que c'est de notoriété publique que Sourovikine et Prigojine sont des alliés proches. Bref, des dizaines de questions laissées sans réponse pour l'instant. Mais plusieurs analystes théorisent que si Prigojine n'est pas allé jusqu'au bout de son action, c'est parce qu'il avait probablement surestimé les dissensions au sein de l'état-major et qu'il espérait un effet domino qui ne s'est pas concrétisé. De son côté, Poutine n'aurait pas voulu lancer son armée contre Wagner pour éviter toute effusion inutile de sang et pour préserver les apparences. Un affrontement de haute intensité aurait inévitablement conduit à une guerre civile. Mais bon, pour l'heure, on ne peut que supposer. Il n'y a rien de très concret. En revanche, la tentative de coup de Prigojine a au moins eu le mérite de mettre en évidence la fragilité du pouvoir russe. La mafia, c'est la mafia. Quel que soit l'accord conclu aujourd'hui, le sang a coulé et l'illusion d'invincibilité de Poutine a été anéantie. Lui et ses comparses ont goûté à la vraie peur. Moscou était menacé. Garry Kasparov, grand maître d'échecs. Poutine le sait. À moins d'un nouveau retournement de situation, ses heures sont comptées. C'est qui le patron? Durant la guerre en Ukraine, Prigojine a vraiment gagné une importance considérable. D'abord en tant que seigneur de guerre, puis en tant que procureur accusant l'élite corrompue de Moscou, enfin en tant que protecteur du soldat et de la nation. Il a diffusé plusieurs messages de condoléances, offert des cadeaux aux veuves et aux mères des mercenaires tombés au combat, et surtout, il n'a pas hésité à désigner les responsables du doigt. En Russie, les accusations publiques, surtout en temps de guerre, sont rares. Enfin, pardon, en temps d'opération spéciale. Du coup, pas étonnant qu'il ait énormément gagné en popularité. Suffit de voir les images des huées et des applaudissements lorsqu'il a quitté Rostov-sur-le-Don après l'annonce de l'accord trouvé avec le Kremlin. D'ailleurs, aucune des chaînes de télévision russes n'a montré ces images. Peut-être que le pouvoir craint un soutien tacite de la population à la tentative de coup d'État. Et si les relations étaient si mauvaises entre Moscou et Wagner, pourquoi est-ce que Poutine l'a toléré aussi longtemps? De un, Prigojine sert de fusible. En cas d'exaction trop manifeste, l'État russe peut nier sa responsabilité. Mais surtout, c'est pas inenvisageable que pour Poutine, Prigojine servait de contrepoids à Gerasimov et Shoigu. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Prigojine n'attaque jamais directement Poutine. Il réserve ses critiques à Shoigu et à Gerasimov, ce qui permet à Poutine de prendre de la hauteur, de s'ériger au-dessus de la mêlée et des disputes de palais.
Mais le 23 juin, Prigojine franchit la ligne de non-retour en remettant directement en question le bien fondé de l'invasion de l'Ukraine. Il ne s'agissait plus de dénoncer le manque de munitions, mais de contester le narratif officiel. Poutine a donc démenti les propos de Prigojine en public avant de l'accuser de traître, sans jamais prononcer son nom. Le truc, c'est qu'ensuite, ils ont annoncé une trêve suivie d'un accord. Donc maintenant, en Russie, au calme, on peut poignarder Poutine dans le dos et s'en sortir quand même. Y a pas photo. Le leadership de Poutine en ressort très affaibli. Je suis forcé d'admettre avec amertume que la Fédération de Russie a fait un pas de plus vers sa mort définitive et irrévocable. Viktor Amantovitch Alksnis, ancien membre du Soviet suprême et ancien député de la Douma. Aujourd'hui, le monde a vu que les maîtres de la Russie n'ont aucun contrôle sur quoi que ce soit. Seul le chaos complet. Zelensky. Bon, alors, d'après le pacte conclu entre le Kremlin et Prigojine, en tout cas de ce que l'on sait, le chef de Wagner est autorisé à quitter la Russie pour le Bélarus. Mais qu'est-ce qui va se passer avec Wagner? On sait pas trop. Mais il n'y a pas que Wagner qui risque la guillotine. Le haut commandement de l'armée russe aussi. Shoigu serait sous étroite surveillance et il pourrait très prochainement être remplacé. Officiellement, ça n'a aucun rapport avec les demandes de Prigojine, mais plutôt une réaction au raté de l'armée et à sa capacité à prévenir cette crise et à défendre les institutions de l'État. Poutine, en ce qui le concerne, il est dans de beaux draps. Mais pour citer un anonyme, en 2021, l'armée russe était la deuxième au monde. En 2022, l'armée russe était la deuxième d'Ukraine. En 2023, l'armée russe était la deuxième de Russie. En tout cas, Poutine semble prendre conscience de certaines complications qu'il n'avait pas prévues en donnant son feu vert à l'invasion de l'Ukraine. Janvier 2023. Apparemment, le président russe Vladimir Poutine a finalement réalisé que la guerre en Ukraine avait créé un concurrent dangereux contre son pouvoir, Yevgeny Prigojine. Mikhail Zygar, journaliste russe. Le truc, c'est que l'un des principaux fondements du pouvoir de Poutine, c'est la peur qu'il inspire dans la population civile. En tout cas, ceux qui ne sont pas dupes et qui ne tombent pas dans le piège de son discours néo-impérialiste. Aujourd'hui, Poutine n'est plus aussi effrayant qu'il ne l'était hier. Il ne peut rien arriver de pire à un dictateur. Une société de sécurité privée de 50 000 mercenaires a mis en difficulté le président et tout l'appareil militaire. Elle a pris le contrôle du centre des opérations militaires en Ukraine et a passé la frontière sans que les troupes régulières ne bronchent. Le fait que Loukachenko ait servi de médiateur me semble extrêmement humiliant. Poutine a-t-il besoin de quelqu'un d'autre pour résoudre ses problèmes? Sam Green, expert en politique russe, directeur du Center for European Policy Analysis et professeur au King's College de Londres. Faut pas perdre de vue qu'à part la guerre en Ukraine, en 2024 se tiendront des élections présidentielles en Russie. Alors d'accord, elles seront truquées, mais n'empêche, il y a peut-être moyen que Poutine soit barré d'y participer s'il perd le soutien de sa clique. Finalement, sa promesse d'union nationale, de restauration de la puissance perdue de l'Empire russe, tout ça pour l'instant, c'est un zéro pointé. La Russie a perdu toute crédibilité aux yeux d'une partie de la communauté internationale. Les oligarques sont financièrement en difficulté et le pouvoir a failli tomber aux mains d'un malfrat, Prigojine. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec les mercenaires de Wagner. Est-ce qu'ils vont être incorporés dans l'armée conventionnelle? Jusqu'à présent, ils ont été un élément clé de la stratégie militaire du Kremlin. On voit mal comment Moscou pourrait s'en passer. Durant une année, Wagner a été le seul élément réussi de l'invasion russe. Leur succès était très limité et concentré sur la petite ville de Bakhmut. Leur tactique était barbare, même pour les mercenaires de Wagner. Mais au moins, ils sont parvenus à quelque chose. L'armée russe n'en est pas capable. Andrei Zagorodnyuk, ancien ministre ukrainien de la Défense. La Russie vacille, on vous l'avait prédit, mais on doit dire que c'est pas non plus rassurant. Qui sait comment le vide que laissera le Kremlin derrière lui sera comblé? S'il tombe, y aura-t-il une guerre civile? Et le seigneur de guerre tchétchène Kadyrov dans tout ça, il a été quasiment invisible et inaudible dans cet épisode. Certes, il a envoyé quelques troupes renforcer la défense de Moscou quand Wagner progressait vers la capitale, mais on s'attendait, et Poutine aussi, on imagine, à une démonstration nettement plus prononcée de sa loyauté envers le régime. Il y a un précédent en plus. En 91, Mikhail Gorbatchev avait survécu de justesse à un coup d'état, mais 4 mois plus tard, il perdait le pouvoir, l'URSS disparaissait et Helsinki devenait le seul maître de la Russie. Est-ce le
cas aujourd'hui. Assiste-t-on au début de la fin de la Russie de Poutine? En attendant, les forces ukrainiennes ont le moral au plus haut. Elles viennent de traverser le Dniepr au niveau de Kherson. Elles ne peuvent que se réjouir du vide laissé par Wagner. Le truc, c'est qu'on trouve énormément d'infos contradictoires sur les réseaux sociaux. Il y a des théories selon lesquelles Prigojine ne croirait pas aux garanties du Kremlin et aurait capturé un site contenant des ogives nucléaires pour tordre le bras du Kremlin. D'autres suggèrent que Prigojine a renoncé à envahir Moscou et a refusé de faire couler le sang des Russes pour devenir un symbole, qu'il était le seul en définitive à tenir compte du bien-être des Russes. L'humiliation infligée au Kremlin détournerait plein de soldats russes de l'armée pour rejoindre les rangs de Wagner. Il y a aussi l'histoire avérée d'une opération comptable un peu bizarre des États-Unis qui aurait surévalué le stock d'armement livré à l'Ukraine d'environ 6 milliards de dollars. Et donc certains pensent que la Maison-Blanche est parvenue à soudoyer Prigojine pour qu'il se retourne contre Poutine. En tout cas, ça expliquerait pourquoi la CIA était au courant. Et les complotistes pro-Kremlin sont sûrs que c'était un coup monté pour débusquer les traîtres. La vérité, c'est que toutes ces théories, elles sont sexy dans le feu de l'action et dans les 24 heures qui suivent la tentative de putsch. Mais on sait aussi ce qu'elles valent. Donc on attendra que ça se calme un peu pour les commenter. Et puis, faudra faire le point sur les alliés internationaux de Poutine. La Chine, la Corée du Nord, l'Iran, la Turquie, l'Inde, elles en pensent quoi de tout ça? Personne ne veut soutenir un loser. À votre avis, qui a réellement perdu dans cette histoire? Poutine, Prigojine, les Russes? Et qu'en pensent les Ukrainiens? On revient très vite avec plus d'infos sur la situation. En attendant, abonne-toi, lâche un like et partage. Spasiba et paka.